Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire entendre sa voix. Nous sommes en direct de l'INSPE d'Aix-en-Provence où se tient aujourd'hui la journée Genre, Éducation et Numérique organisée par l'équipe ICT. Je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau un peu particulier après une matinée dense consacrée aux apports de la recherche. On change de focale cet après-midi, on va parler pratique, expérience vécue. Je suis Julien Garric, maître de conférence à l'INSPE d'Aix-Marseille, chercheur à l'IMEREMA, et je co-anime l'équipe ICT avec Perrine Martin. Une question simple va conduire cette émission. Comment les lycéennes et les lycéens s'engagent-ils aujourd'hui autour des questions de féminisme et d'identité de genre ? Comment cela se passe-t-il concrètement pour elles et eux, en ligne comme dans les établissements scolaires ? Qu'est-ce que ces engagements produisent en termes d'émancipation, mais aussi de tension et parfois de violence ? Parce que cette journée est consacrée aux jeunes et à leurs usages des réseaux sociaux, il nous a semblé essentiel de leur donner directement la parole. Installez-vous avec nous, c'est parti pour ce nouvel épisode de Faire entendre sa voix. Faire entendre sa voix. ICT, la web radio empirique. Et pour nourrir notre discussion cet après-midi, 6 lycéennes et lycéens ont accepté de nous rejoindre à l'INSPE, venus de différents établissements de Marseille. Et c'est avec plaisir que j'accueille le lycée Victor Hugo, un peu la famille qui débarque à Aix-en-Provence. On vous donne la parole tout de suite. Alors bonjour Najib, Maïline et Luna, vous êtes tous les trois en classe de première et vous avez répondu à notre proposition pour participer à votre expérience. Pour commencer, une question peut-être un peu provocatrice. On entend souvent dire que les réseaux sociaux affaiblissent l'esprit critique des jeunes et les éloignent de l'engagement citoyen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous parle ? Personnellement, moi je trouve que c'est totalement le contraire. Enfin, les réseaux sociaux, moi, personnellement, ça m'a ouvert mon esprit critique puisqu'on voit différents avis, on voit différentes manières de penser. Et c'est justement ça qui nous pousse à aller chercher plus loin et à penser de plus en plus. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ma collègue parce que en réalité, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que si la personne a un minimum de jugeote, si je peux dire ça comme ça, elle va pouvoir s'instruire correctement, alors qu'il y a certaines personnes qui suivent aveuglément ce que d'autres personnes vont dire. Et c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord avec elle. Alors, tous les trois, vous êtes intéressés par les questions politiques et géopolitiques. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous en êtes venus sur ces sujets et comment vous informez-vous sur ces questions ? Du coup, pour moi, les questions, surtout politiques, elles ont été des questions très, très fluides, on va dire, qui sont venues très naturellement. Je suis une personne racisée. Je viens de quartier populaire de Marseille, un des plus pauvres, et le deuxième quartier populaire de France, à savoir Félix-Pat. Je fais partie de la communauté LGBT. Forcément, la société, à un moment ou à un autre, elle m'est retombée dessus, et ce, à un très jeune âge. Donc forcément, les questions politiques et moi, c'était évident, j'ai envie de dire. Voilà. Personnellement, c'est du coup un peu comme Najib, c'est venu assez naturellement. C'est-à-dire que des petits, on a été confrontés à ça, que ce soit venant d'un quartier assez populaire, venant d'une ville assez populaire, d'être des personnes racisées, et moi... aussi d'être musulmane, du coup, ça a directement nourri nos pensées politiques et nos expériences par rapport à cela. Et c'est directement que, en gros, l'intérêt est venu pour la politique, puisque on est totalement concernés, en fait. Et puis pour moi, personnellement, c'est un peu comme eux, mais c'est différent aussi parce que, certes, j'ai grandi dans des quartiers populaires, mais j'ai jamais ressenti un manque... un manque de quoi que ce soit. Moi aussi, je suis une personne racisée parce que je suis algérienne, mais ça se voit pas forcément. Du coup, c'est vrai que ce problème-là, je l'ai un peu moins. Et avant, je m'intéressais pas du tout à la politique jusqu'à il y a peut-être 2 ans, où j'ai vraiment commencé à m'instruire, à regarder des débats à la télé, tout le temps regarder les infos.
Et c'est vraiment venu comme ça parce que j'ai côtoyé des personnes qui, eux, étaient vraiment d'un bord politique, clairement l'extrême droite. Et je me suis dit, c'est pas normal, il faudrait peut-être que moi aussi, je me mette à connaître un peu ce milieu. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et les contenus politiques que vous visionnez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous apporte sur ces questions-là? Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à l'école aussi? On est toujours de plus en plus instruits, puisque sur les réseaux sociaux, on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, différents avis, différentes manières de penser. Et c'est directement, en fait, personnellement, je trouve que c'est de l'information qui va très vite. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est l'information qu'on peut retrouver à la minute. On n'a pas besoin d'écrire un grand article par rapport à un sujet particulier ou quoi que ce soit. On a l'information directement. Et vu que les réseaux sociaux, c'est des choses où on passe beaucoup, beaucoup de temps dans nos journées, c'est obligé qu'on soit confronté à ce genre de contenu. Du coup, je rejoins Maëline aussi sur l'idée qu'aujourd'hui, s'il fut un temps où la presse écrite, c'était vraiment le moyen de s'informer, etc., aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu un véritable carrefour de communication. Et aujourd'hui, moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai beaucoup de contenu politique de mon parti, on va dire, de mon idéologie politique. Mais la plupart du temps aussi, j'en ai qui sont... je suis de gauche, ça se voit, quoi. Pardon. Et du coup, des fois, je me retrouve avec des contenus d'extrême droite, mais c'est pas pour autant que je les scrolle. Je prends quand même le temps de les regarder, de comprendre les mécanismes, comment ces gens voient le monde là, comment les gens qui font partie de cette idéologie là voient le monde, voient l'économie, voient les politiques d'immigration et tout ça. Tous les trois, on fait partie de la spécialité HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. Et c'est forcément, on nous demande à un moment ou à un autre, dans des dissertations ou des commentaires, on nous demande à un moment ou à un autre un regard critique sur la chose. Et c'est vrai que si j'avais qu'un regard sur des thématiques de gauche, mon avis serait vraiment, vraiment altéré. Donc pour le coup, je trouve que le lien entre les politiques et les réseaux sociaux, aujourd'hui, il est de plus en plus fort, de plus en plus important. Maëline, tu m'avais parlé de la manière dont tu étais allée t'informer d'abord sur le Parti communiste, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me raconter ça et me dire comment est-ce que ça en était venu? Et Luna aussi, si ça fait partie. Du coup, moi, c'était... comme je disais, j'ai été confrontée assez jeune à la politique. Et en ayant les réseaux sociaux, c'est directement que j'ai commencé à m'intéresser au Parti communiste, puisque j'en avais entendu parler et tout. Et que surtout que ce qu'on nous apprend à l'école, sur chaque partie ou chaque chose qu'on nous apprend dans l'histoire, c'est toujours des choses négatives. Et je voulais justement m'informer sur ça. J'y suis allée et puis j'ai regardé plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et différents avis par rapport à ce parti pour savoir le bien, le mal. Et c'est là que, du coup... Ok. Luna, tu voulais en rajouter quelque chose? J'allais pas forcément rajouter quelque chose, mais c'est juste, quand vous avez parlé de ça, ça m'a rappelé la fois où Maëline m'avait raconté comme quoi elle avait été interpellée par des jeunes devant la faculté Aix-Marseille, devant la gare, et que je crois que c'était pour le Parti communiste, mais des jeunes, j'ai plus le nom, et en fait elle m'a dit comme quoi elle a adhéré, et je sais pas pourquoi, moi, juste après aussi, je suis partie adhérer sur leur site, et depuis... ils me harcèlent de messages pour que je travaille avec eux, alors que c'est des jours où je peux pas. Et ça m'a fait penser à ça. Ok, merci pour ces premiers tours. On va maintenant se pencher un petit peu plus sur la question du genre, en fait. Alors, dans les discussions qu'on a eues au préalable, les causes féministes, LGBT ou queer, elles sont beaucoup ressorties, c'est important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous en êtes venu, comment vous avez été sensibilisé à ces questions-là? Je réitère la remarque que j'ai fait juste avant. Du coup, je fais partie de la communauté LGBT. Donc forcément, j'ai un lien avec les causes LGBT ou queer. En parlant du féminisme, c'est vrai que
étant un homme, des fois, on me prend pas au sérieux quand je dis que je suis engagé dans la cause féministe. On me prend pas au sérieux, ou alors on a tendance à alléger mon engagement, dans le sens où je suis un homme et que je comprends pas forcément ce qui se passe. Moi, ma mère, elle m'a toujours éduqué dans le respect de la femme. Moi, ma mère, c'est une doctorante en psychologie. Mon père, au moment où ils se sont mariés, il lui a déchiré ses diplômes. C'était un mariage arrangé, mais pour tout dire, c'était un mariage forcé. Quand elle est montée en France, la même chose. Elle n'a pas pu travailler puisque son diplôme n'avait plus lieu d'être. Et forcément, en fait, quand depuis petit, on a déjà ne serait-ce que la figure maternelle qui est une figure féminine, avant d'être une figure maternelle, quand vous avez votre première figure féminine qui est vraiment votre vecteur dans la vie et que vous voyez qu'elle est harcelée par un homme et par les hommes en général, forcément, vous allez être sensible par rapport au sujet du féminisme, peu importe que vous soyez un homme ou une femme ou peu importe. Du coup, je rejoins un peu Najib sur ce sujet-là, puisque en fait, en grandissant avec autour de moi, en étant une femme et en grandissant autour de moi, qu'avec des femmes entre guillemets fortes, c'est-à-dire des femmes qui font tout, qui n'ont besoin d'aide de rien ni personne, ça a toujours nourri cette idée-là que la femme est super importante, contrairement à ce qu'on en voit dans la société. Et après avoir été confrontée par des actes d'injustice envers les femmes, en étant moi-même une petite fille à l'école ou quoi que ce soit, c'est directement là que ça a nourri tout le féminisme qui est arrivé à moi. Et sur la question LGBT, je sais que je suis pas spécialement concernée puisque je suis hétérosexuelle, mais ça va paraître débile ce que je vais dire. Hein. Mais j'ai subi une fausse homophobie, c'est-à-dire que tout le monde pensait que j'étais lesbienne et j'ai subi une homophobie sur ça pendant quelques années. Et du coup, ça a encore plus nourri l'importance que j'ai pour cette cause, quoi. Le soutien. Moi, ça va, comme elle a dit Maïline aussi, ça va peut-être paraître débile, mais juste en fait, je suis une femme. Je suis une femme et je dois combattre pour ça parce qu'on est dans un monde où on vit beaucoup d'injustices et il y a certaines personnes certaines personnes, même des femmes, qui ne réagissent pas. Et moi, je trouve que c'est mon devoir de défendre cette cause. Moi aussi, j'ai grandi qu'avec des femmes. Tout le temps, moi, par exemple, ma mère, elle a eu 2 mariages. Les 2 mariages, ils n'ont pas fonctionné. L'homme, il est parti. Du coup, elle a dû élever ses enfants toute seule et elle a réussi. Et juste, je pense que je suis quand même concernée parce que je suis une femme. C'est juste ça. Normalement, toutes les femmes, elles devraient être féministes. Parce qu'il y en a qui sont des femmes et qui ne sont pas féministes, mais qui se disent féministes alors qu'elles font rien pour montrer qu'elles le sont. Elles n'ont aucun combat. Limite, elles essayent d'enfoncer d'autres femmes alors que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Les contenus que vous visionnez sur les réseaux sociaux à ce sujet, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Quel rôle ça a joué dans cet engagement ? Moi, ça m'a poussée à me renseigner encore plus. Je sais que, par exemple, très souvent, j'avais des publications, bon, c'est quelque chose de très triste, mais sur les féminicides. Et c'était à chaque fois le nombre de féminicides qu'il y avait chaque année. Et par exemple, ça m'a poussée à continuer à me renseigner sur ça, à voir pourquoi parfois certains hommes ils se comportaient comme ça avec leurs femmes, pourquoi les femmes elles n'arrivaient pas à partir, parce que c'était compliqué de leur côté, des fois elles n'y arrivaient juste pas. Et c'est souvent des contenus un peu... C'est toujours triste. En fait, pour être honnête, je ne vois pas souvent du positif. Le plus positif que j'ai dû voir, je pense, c'est quand ça parle de manifestations. Du coup, je rejoins Luna exactement sur ce sujet-là. C'est vraiment sur les réseaux sociaux que j'ai commencé à avoir plein d'actes du coup, de féminicide ou de violences faites aux femmes, de voir les chiffres qui sortaient chaque année par heure, tout le temps en fait. Et c'est là que ça a nourri ce militantisme, je pense, qui est en beaucoup de jeunes, puisqu'on voit une montée du militantisme féministe à travers les années. Et ouais, ça nourrit toujours de plus en plus en fait, l'intérêt qu'on a pour cette cause-ci. Najib, tu m'avais parlé du rôle que les réseaux sociaux ont joué pour toi en tant que jeune lycéen gay. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je savais, entre guillemets, au fond de moi,
très très profond, dans les enfers de mes entrailles que j'étais gay, mais je n'ai jamais voulu l'assumer. Je n'ai jamais voulu l'assumer, surtout au collège. Je ne sais pas si ce phénomène il existe, mais je dirais que quand on est gay et qu'on entre au collège, on entre dans une forme d'hétéro-régularisation de la personne. Je ne sais pas si ce phénomène existe ou alors je viens d'inventer un mot, mais j'ai dû très vite me cacher. Bon, je faisais chauffer, donc à 400 km, ça se voyait que j'étais de l'autre côté, mais j'essayais le plus de me cacher, de ne pas me mêler aux garçons de ma classe. Quand j'essayais vraiment d'aggraver ma voix, des fois je regardais des tutos genre comment aggraver sa voix, comment avoir plus de barbe. Bon, Mère Nature a fait son travail, je pense que ça se voit. Mais je voulais vraiment ressembler à l'homme caricatural qu'on montrait dans les Disney, qu'on montrait dans les pubs de télé, etc. Et moi, je pense que quand je suis arrivé en seconde, déjà j'ai eu la chance d'être dans un lycée où il y avait vraiment beaucoup plus de mixité au niveau de l'identité des genres. Donc forcément, j'utilise l'expression « j'ai retrouvé mon peuple », c'est un peu dégradant dit comme ça, mais j'ai pu retrouver des gens dans lesquels je me voyais littéralement. Ensuite, concernant la question des réseaux sociaux, moi, c'est en voyant des coming out sur les réseaux sociaux, en voyant que les gens, en fait, anté-coming out et post-coming out, leur vie elle continuait, la Terre continue de tourner, il y avait toujours le même taux de CO2 dans l'air. Du coup, je me suis dit, si je fais un coming out, en fait, ça va rien changer ni à ma vie, à moi. Enfin, si, je serais un peu plus libre dans mes choix et je pourrais l'assumer complètement. Mais je pense que les gens, ils s'en battent un peu les steaks à ce moment-là. Restez polis. Mais voilà, donc le jour où j'ai fait mon coming out, ça a changé des choses dans le sens où je m'assumais beaucoup plus. J'ai fait ma première Gay Pride après mon coming out. Chose que je ne me voyais même pas approcher quand j'étais au collège. Et franchement, les réseaux sociaux, ça a vraiment été un levier d'action vers mon coming out et vers mon assumement de moi-même, sachant que avant que mon contenu soit vraiment LGBT, etc., je tombais, et ça me déprimait au collège, je tombais sur des contenus qui disaient oui, les gays, oui, les trans, on n'aurait pas dû les enlever du DSM-4, c'est des maladies mentales, etc., etc. Oui, voilà. Donc, Vas-y. Voilà, c'est bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. Sur les questions de sexisme, d'homophobie ou de transphobie, est-ce que vous êtes parfois confronté ou témoin de violences sur les réseaux sociaux ? Ok, du coup, je commence. Personnellement, on voit ça en fait quasiment tous les jours. C'est vraiment devenu... c'est un lundi matin maintenant. C'est-à-dire que chaque jour, on va voir que ce soit un acte d'homophobie, de transphobie ou même de sexisme sur les réseaux sociaux, que ce soit du sexisme, de l'homophobie ou de la transphobie banalisée. On voit beaucoup de vidéos. Comme tout à l'heure, je disais que sur les réseaux sociaux, les seules vidéos qu'on voyait, c'était les vidéos de féminicide. On voit aussi juste des vidéos avec seulement un texte dégradant envers les femmes, les personnes LGBT ou les trans. Et du coup, je trouve que c'est super dégradant. Moi, du contenu comme ça, j'en vois énormément. C'est vraiment, j'en vois tout le temps. Peu importe, que ce soit sur les personnes LGBT, que ce soit sur les femmes, même sur les personnes racisées aussi. Des fois, en fait, je vois que ça. Et en plus, c'est même pas drôle. Enfin, moi, quand je vois les vidéos, je vois les gens dans les commentaires, des fois, ils rigolent, etc. Il y a vraiment rien de drôle. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris le concept de l'humour parce qu'il y a même pas... Ça me fait pas rire, ça me fait même pas sourire, je souris. Et j'ai aussi des amis qui... j'ai un ami, par exemple, qui est bisexuel. Et on est dans un groupe d'amis en commun. Et par exemple, dans ce groupe, lui, il se fait moquer par des personnes même du groupe. Et je trouve ça grave. Et moi, je lui dis, par exemple, arrête de parler avec ces personnes, ça t'apporte rien. Après, lui, il minimise la chose. Il dit non, mais c'est pas grave, il rigole. Moi, je le prends pas mal, je leur en veux pas. Alors que moi, je vois qu'eux, ils sont très sérieux. Et j'aime pas utiliser ce terme, c'est pas un terme que j'utilise. Et ces personnes-là, c'est les mêmes personnes qui utilisent PD en insulte. Et moi, je trouve ça quelque chose de fou. Ouais, je peux pas continuer à parler avec des gens comme ça. Donc, déjà, de voir ça sur les réseaux souvent, ça me rend mal. Et en plus, de devoir côtoyer des personnes comme ça me rend encore plus mal parce que j'ai l'impression que ça va jamais se finir, en fait. Donc, concernant... je vais surtout parler de l'homophobie, mais aussi du sexisme et de la transphobie. En fait, moi, ce qui me désole le plus maintenant, c'est que les gens sont obligés parfois de désactiver les commentaires sur certaines vidéos
Alors, je comprends que il y a des vidéos où où c'est une vidéo, la vidéo purement elle-même, elle est homophobe ou transphobe ou sexiste. Et alors, à ce moment-là, je comprendrais que si j'ouvre les commentaires, je vais trouver toute la team homophobe, sexiste, transphobe, mettre des commentaires, etc. Mais des fois, je vois des mariages LGBT, les gens sont heureux, ils sont en bisous, tout le monde sourit. À Vla, la chenille et tout. Et puis, tous les commentaires, c'est écrit mais où va la France? J'ai mal à ma France, je sais pas quoi. Ben, purée, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Voilà. Merci à tous les trois sur ces éléments. On va essayer maintenant d'évoquer un petit peu votre engagement citoyen, comment il se concrétise sur les réseaux et dans la vraie vie. Alors, vous êtes tous les trois engagés. Najib, tu m'avais parlé de ton engagement avec SOS Racisme. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça a débuté et me raconter l'épisode dont tu m'as déjà parlé, en fait, qui a déclenché cet engagement? Préparez-vous, trigger warning. Alors, donc, moi, il faut savoir que ça date de quand j'étais en 4e. J'ai pris le bus pour aller à Aix. Donc, à l'aller, tout se passait très bien. Ensuite, au retour, c'était à l'arrêt. Il s'appelle Beauval. Il y a un arrêt qui s'appelle. Oui, bon, à l'arrêt de Beauval, je suis monté dans le bus et le conducteur m'a littéralement dit: je veux pas te péder dans mon bus, tu sors. Voilà, je fus choqué, au passé simple carrément, au passé de l'intérieur, de l'extérieur. Bref. Et du coup, j'ai fini par sortir du bus. Je sais pas, j'étais choqué. Ensuite, c'est passé quelques années après cet événement-là et je suis parti à un rassemblement du projet Salam Shalom Salut. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une lutte contre l'islamophobie, l'antisémitisme et c'est un projet de lutte plutôt contre l'antisémitisme, l'islamophobie et le racisme en général. Et je trouve que je me suis vraiment reconnu dans leurs engagements, leurs actions m'ont vraiment plu. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris leur contact et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe permanence juridique. J'aide les personnes qui sont confrontées à ce genre de situation, comme la mienne, à porter plainte, apprendre déjà leurs droits, les faire reconnaître. Et voilà, c'est super. Maïline, dans tes engagements, tu m'as parlé d'un projet en lien avec l'écologie, en fait. Tu peux nous en parler un petit peu? Ok, du coup, moi, je suis bénévole dans une association écologique, pardon. C'est-à-dire qu'on est sur tous les événements sportifs et culturels et on trie seulement les déchets. Mais en gros, la chose qui m'a le plus plu, puisque en plus de l'écologie, c'est une association où, dans l'équipe même, on peut voir une énorme diversité de personnes. C'est-à-dire que, je vous avoue, moi, j'ai rejoint j'ai rejoint l'association avec ma mère. On était seulement les deux Arabes des quartiers nord. On avait un peu peur d'être mis de côté ou quoi que ce soit. J'avais peur qu'on soit un peu vus comme des cassos, en fait. Mais finalement, on a été super bien accueillis. On a été super bien... on a été super bien intégrés. Et c'est justement dans cette association que j'ai rencontré plusieurs personnes différentes. C'est-à-dire que dans notre équipe, en gros, de bénévoles, on est plus de 200 bénévoles à travers la France. Mais en tout cas, dans l'équipe Marseille et PACA, on retrouve une personne transsexuelle, on retrouve des gens LGBT, on retrouve des personnes racisées, des femmes, il y a de tout, en fait. Et c'est vraiment très... En plus d'être écologiste, en fait, c'est vraiment dans le militantisme pur et dur. Ces expériences d'engagement, vous m'avez dit aussi qu'elles vous ont amené à vos premières manifestations. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ces expériences de manifestation? Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fait dans ces expériences? Ouais. Vas-y, Luna. Moi, ma première manifestation toute seule, sans ma mère par exemple, c'était celle du 10 septembre, comme j'avais raconté. Parce que c'était vraiment à ce moment-là où je regardais vraiment ce qui se passait sur les réseaux, notamment Twitter, X. Et en fait, j'ai vu qu'il y allait avoir une grosse manifestation et j'ai voulu y aller, sauf que ma mère ne m'avait pas laissée parce qu'elle avait peur et je suis quand même allée, mais je ne lui ai pas dit. Et c'est que quand je suis rentrée que je lui ai dit que j'étais allée manifester. Bon, ça a été n'importe quoi, il y avait beaucoup de CRS, ça mettait le feu de partout. C'était pas forcément l'expérience que je voulais avoir pour la première fois. Et après, j'ai refait
des manifestations, notamment avec Maëline. J'en ai fait une seule avec elle, ou deux. Une seule, c'était celle du 18, celle du 18 septembre. Et là, on s'était vraiment, vraiment amusés. En plus, on avait réparé nos pancartes. On s'était fait interviewer, même si la vidéo, elle a pas... J'aurais dû vérifier qui allait m'interviewer, parce que ça s'est un peu retourné contre moi, mais... Tu peux raconter cette interview donc tu m'avais raconté, ouais. Vas-y. Donc il y a un jeune homme qui vient nous voir, qui nous explique qu'il fait des micro-trottoirs. Et j'avais une pancarte qui parlait, à ce moment-là, c'était Sébastien Lecornu. Et quand même, derrière, j'avais quand même mis un message par rapport à tous les peuples qui étaient opprimés. Et donc, je parle pendant peut-être 5 minutes. Et dans ça, j'explique que Macron fait n'importe quoi en France, que le budget, ça ne va pas, que nous, on est en galère. Vraiment, je parle de beaucoup de sujets. Et à un moment, je parle de la Palestine parce que ça me tenait à cœur et parce que j'en avais envie, tout simplement. Enfin, je voulais pas être... je suis pas censurée, je suis en manifestation, je peux dire ce que je veux. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé que les moments où je parlais de la Palestine. Et il a dit, elle est partie manifester pour la Palestine, alors que c'est pas ça que j'avais dit. Il a mis des titres qui reflétaient pas ce que j'avais dit lors de l'interview. Donc en disant que cette jeune pro-palestinienne, alors que j'ai pas dit que j'étais pro-palestinienne, enfin je le suis, mais c'est pas ce que j'ai dit dans l'interview, parce que je voulais quand même pas trop en dire pour éviter de m'attirer des soucis. Et il a posté les extraits. La vidéo, elle a explosé, c'est la seule qu'il a postée qui a explosé, parce qu'il a posté aussi Maëline, mais la mienne, elle a fait plus de 100 000 vues. Et pour 1000 likes et 1200 commentaires, et les commentaires, c'était que des insultes, des insultes grossophobes, racistes, des menaces d'agression, même sexuelle sur moi, que des choses comme ça. Puis il a continué à reposter les vidéos plus tard en changeant encore une fois les titres pour attirer encore plus de monde. Et là encore, je me faisais insulter. Mais sinon, j'ai gardé de bons souvenirs des manifestations. Mis à part cet épisode, tout va bien. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces expériences-là ? Enfin, qu'est-ce que vous en retirez, Maëline, peut-être ? Ce que je recherche de base, c'est donc être avec un nombre assez conséquent de personnes et de revendiquer à peu près les mêmes idées, d'essayer de se faire entendre au maximum. Et du coup, ce que j'y ai retrouvé, par exemple, quand je suis allée avec Luna, c'était une de mes manifestations préférées, puisqu'on a retrouvé beaucoup de gens assez sympas. On a pu discuter avec beaucoup de personnes et faire plusieurs rencontres. Et j'ai trouvé que c'était super qu'en plus d'apporter quelque chose à nos idéologies politiques et apporter quelque chose à nos expériences, ça apporte aussi quelque chose qui est social et qui est... en gros, on se dit que tout n'est pas perdu et que on n'est pas encore dans la merde, quoi. J'ai jamais fait de manifestation. Okay. Ah si, à part la Gay Pride, mais est-ce que ça compte comme une manifestation ? Ouais, ça compte comme une manifestation. Alors, super... Du coup, la Gay Pride, j'en garde des super souvenirs. J'ai rencontré plein de gens sympas. Je me suis réellement ouvert et vraiment plus informé sur la communauté LGBTQIAP+. Parce que, en fait, pour moi, j'étais pas si informé que ça. Et franchement, pour moi, la communauté, elle s'arrêtait à LG, lesbiennes et gays. Ça allait pas plus loin. J'étais pas au courant des personnes transsexuelles, intersexes, etc. Donc, vraiment, ça a permis vraiment de m'ouvrir à cette culture-là et à ces gens-là. Et voilà, c'était que du positif. Bon, après, on avait les petits gens pas sympas. On va caillasser du PD et puis je sais pas quoi. Mais bref, j'en garde un super souvenir. T'as évoqué Luna et vous m'en avez parlé pas mal en fait quand on s'est vu pour préparer cette émission. La cause palestinienne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur à tous les trois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu de quelle manière, comment est-ce que vous êtes amenés à vous intéresser à cette question-là ? Comment vous vous informez sur cette question ? Ok, du coup, moi, la cause palestinienne, j'en ai entendu parler très très jeune, puisque ça n'a pas commencé en 2023. Donc j'en ai entendu très jeune, ça a été dans mon éducation, j'ai entendu ma famille en parler, j'ai entendu mes amis en parler. J'ai toujours essayé de m'informer au maximum sur la cause, que ce soit depuis toute petite. Dès la primaire, je regardais déjà des petits documentaires sur ça ou des petites choses comme ça. Et en gros, c'est venu tout naturellement, en fait. Et depuis 2023, quand
il y a tout le monde qui a commencé à en parler comme si c'était le nouveau truc, j'ai vraiment pu montrer en gros l'intérêt que je portais à cette cause-là. Bah moi, c'est pour être honnête, je sais que c'est pas bien, mais c'est quelque chose. Avant, je m'intéressais pas plus que ça, mais pas parce que ça, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. C'est vraiment parce que je n'étais pas informée. C'était pas des choses auxquelles on parlait chez moi parce que déjà j'étais trop petite. Donc je pense que ma mère ne voulait pas forcément pas me pourrir l'esprit avec ça, mais c'est quand même des choses très tristes qui se passent là-bas et je pense que pour un enfant, c'était pas la meilleure des choses de parler de ça. Mais c'est vrai que depuis quelques années maintenant, je suis plus dedans parce que en fait, il suffit juste d'être humain. Il faut juste être un être humain pour défendre cette cause, pour pouvoir vouloir s'informer. Et certes, il y a certaines personnes qui disent que nous, en France, petit être humain qu'on est, on peut rien faire. Mais c'est faux parce que même si on peut pas, en claquant des doigts, arrêter le conflit, même le génocide qu'il y a, on peut quand même montrer notre soutien, par exemple, par le biais de manifestations, parce que les manifestations, c'est un moyen de... Oh, comment je pourrais dire ça ? En fait, manifester, c'est un droit qu'on a réussi à obtenir et je pense qu'on doit s'en servir pour parler de causes qui sont importantes. Et aussi, il y a certaines personnes, moi je trouve ça un peu hypocrite, après je suis personne pour donner mon avis, hein. Mais il y a certaines personnes qui parlent juste de la Palestine sans parler des autres pays qui sont dans la même situation qu'eux. Enfin, comme j'ai dit, il faut juste être humain pour défendre ça et juste avoir un cœur et c'est tout. Je rajoute ma petite touche comme d'habitude. Moi, concernant ça, c'est pas aussi évident que pour Maïline et Luna. Je suis pas très fier de le dire, mais moi, je suis dans une famille où il y a beaucoup de confusion entre une personne sioniste et une personne juive. Enfin, grosso modo, pour ma famille, c'est exactement les mêmes personnes. Moi, j'ai toujours trouvé ça très injuste qu'une personne juive soit attaquée à tort. J'ai apprécié que ma famille fait la confusion entre personnes juives et antisionistes, mais seulement sur le conflit israélo-palestinien. C'est pas des antisémites de base, genre. Et du coup, j'ai trouvé ça très injuste dès le début qu'une personne soit forcément mise dans cette case-là. J'ai commencé à faire des recherches et ensuite, je me suis vraiment élancé quand il y a eu les attaques du 7 octobre 2023. Et concernant la cause palestinienne, moi, je me tiens du côté de ceux qui perdent la vie. Et c'est assez froid et triste de le dire maintenant, mais si ça s'était produit dans des grandes superpuissances comme aujourd'hui, s'il y avait eu la même chose en France, aux États-Unis, on se serait indigné, les cours pénales internationales auraient fait pleuvoir les sanctions. On n'est pas au même niveau et c'est triste de le dire que maintenant on n'a pas la même égalité devant la vie, on n'a pas non plus la même égalité devant la mort en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que, en tant que jeune citoyen, citoyenne, il y a des choses qui vous inquiètent aujourd'hui en France d'un point de vue politique ? Oui. Déjà, la montée de l'extrême droite, franchement, je suis désolé, mais moi, ça me fout les pétoches. Franchement, je suis apeuré. Et en fait, le problème maintenant, c'est que l'extrême droite, elle est présente depuis les années 1890 en France. C'est ça le cours d'histoire. Ouais, à peu près. Depuis la création de l'Action française, de la Ligue contre les personnes juives, etc., etc. Elle est présente, mais aujourd'hui, de plus en plus, en fait, on a des personnes qui sont vraiment de plus en plus jeunes, un électorat de plus en plus étudiant, de plus en plus, ça m'énerve, pardon, de plus en plus lycéens, de plus en plus étudiants à la fac. Et en fait, ce qui me désole, c'est que des fois, ce sont des personnes qui juste voient des TikTok de Jordan Bardella sur des sons de Jones ou même des fois, un jour, il a fait un truc sur un son de Théodora et puis ça a explosé. Juste pour la simple et bonne raison qu'on en revient à la question de base, en fait, ces personnes-là n'ont malheureusement, et c'est la vérité, n'ont malheureusement pas eu une éducation à avoir un esprit critique et à savoir démêler le vrai du faux, à savoir démêler le factuel de l'officieux. Et vraiment, ça, c'est triste. Bref, voilà, c'est triste. Voilà. Tout pareil que Najib.
Franchement, il a tout dit. Hein. Moi, c'est juste la montée. Enfin, c'est juste. La montée de l'extrême droite, elle me fait trop peur en France. Et ça, la vérité, c'est à cause des réseaux. Hein. Ouais, c'est à cause des réseaux sociaux parce que les gens, ils prennent plus le temps de s'instruire correctement. Ils voient un TikTok, ils disent c'est le parti de la justice. Toutes ces choses-là. Moi, je dis c'est juste à cause des réseaux sociaux que l'extrême droite est montée autant parce que avant, elle n'était pas aussi forte que ça. Enfin, Jean-Marie Le Pen, il a perdu quoi. Du coup, moi aussi, ce qui me fait peur, c'est la montée de l'extrême droite en France. Enfin, on voit que, comme disait Najib, c'est un électorat de plus en plus jeune, des personnes de moins en moins informées aussi, puisque on l'a vu. En fait, ils ont tout dit, mais oui, l'extrême droite n'était pas aussi puissante il y a quelques années de cela. Et encore aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on va voir un TikTok qui veut juste montrer son image. Il parle même pas de politique. Il est là, il veut faire des TikTok, il fait des playbacks, il fait des danses, il fait le mec un peu. Tu vois, des gros big Bardella 2027 en commentaire par des gens qui ont au moins 12-13 ans. Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment pas... Ça fait peur. Merci à toutes les trois pour ce témoignage très riche. Merci d'être venus jusqu'à nous. De nous avoir consacré un petit peu de votre temps. C'était toujours, comme à chaque fois qu'on se voit, c'était très éclairant. Et on voit bien la première question que je vous ai posée, vous y avez répondu d'une manière très parlante par tous vos témoignages. Et on va maintenant accueillir 3 élèves du lycée Daumier qui vont vous remplacer et qui vont nous parler eux aussi de leur engagement et de leur expérience sur les réseaux sociaux. Alors, Martin, Maxence et Robin, merci d'être là cet après-midi avec nous pour cet épisode de notre podcast. Pour commencer, j'aimerais tout simplement que vous vous présentiez déjà tous les 3. Du coup, bonjour, moi je m'appelle Maxence, j'ai 17 ans. Je suis élève en classe de première au lycée Honoré-Daumier, en SES, HLP et LLCE anglais. Je suis un homme trans et bisexuel, et c'est à peu près tout. Moi, je m'appelle Martin, du coup, je suis en seconde au lycée Honoré-Daumier. Je suis un mec trans aussi, comme Maxence. J'ai fait ma transition quand j'avais 12 ans, donc il y a 4 ans maintenant. Et je vais passer en première par Daumier. Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 17 ans. Je suis en première au lycée Honoré-Daumier et je suis un homme cis et homosexuel. Vous pouvez me dire comment vous vous êtes rencontrés, comment c'est né votre amitié à tous les 3? Alors, non, mais je vais parler parce que c'est du coup moi qui les ai présentés. Donc, Martin, je l'ai connu au collège, si je dis pas n'importe quoi. On se voyait un peu de loin et on avait des amis en commun. Et du coup, on s'est un peu rencontrés comme ça, on a commencé à parler. Et je pense aussi qu'il y a eu un facteur de nos potes qui se sont dit « Hey, regardez, vous avez quand même un vachement gros point commun, ce serait intéressant de vous mettre ensemble là. » Et Robin, c'est l'année dernière, quand il est arrivé à Daumier au lycée. C'est l'anecdote un peu drôle, c'est ça ? Ok. Donc, le jour de la pré-rentrée, je vois Robin dans la cour et je vais voir mes potes et je leur dis « Regardez, il y a un mec absolument magnifique, et il faut que ce soit mon ami. » Pas que je juge mes amis sur leur physique, mais il y avait une vibe qui faisait que. Et il se trouve que Robin est tombé dans ma classe, qu'il a parlé de musique le premier jour avec notre prof principal. Et du coup, on a commencé à rentrer ensemble le soir. Et on a tout de suite accroché. Oui, voilà. Et c'était aussi pour moi l'occasion aussi de faire mon coming out, parce que je me retrouvais à travers l'image de Maxence. Et du coup, ça m'a permis aussi, moi, de m'émanciper. Voilà. Super. Maxence et Martin, votre transition, votre identité au sein de l'école, quel problème concret est-ce que ça pose ? Moi, j'ai pas trop de difficultés avec les élèves de mon âge. C'est plus par rapport aux adultes au lycée. Donc, j'ai de la transphobie de plusieurs personnels
que j'ai corrigé maintes fois et qui me disent bon, bah, peu importe, et où je les corrige en disant bah, non, ça me dérange, moi ça me met mal à l'aise que tu fais ça, moi c'est pas comme ça que je veux être genrée, et c'est juste insultant que tu le fasses. Et où c'est moi qui dramatise, c'est moi qui suis hystérique, c'est moi qui en fais des tonnes. J'ai de la chance parce que mes parents me supportent dans ma transidentité, donc j'ai réussi à avoir des attestations pour utiliser les vestiaires et les toilettes des garçons. Donc par rapport à ça, j'ai de la chance et je suis dans les bons endroits. Mais oui, c'est sûr que c'est dur de s'adapter et d'être, de se sentir à l'aise avec les garçons de la classe, etc. C'est pas simple, quoi. En fait, c'est que de toute manière, tu seras jamais une fille, tu seras jamais assez un garçon non plus. Donc en fait, peu importe où tu te mets, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu diras, ça n'ira jamais. Donc il y a une déconnexion à un moment donné de tout ça, mais ce serait hypocrite de dire que les regards, les mots, les allusions, on les entend pas ou on les reçoit pas. Après, c'est plus... On reste des élèves assez normaux, on va en cours tous les jours, on a les mêmes DS, on a les mêmes interros. Hein. Juste que les rentrées, pour nous, c'est pas la même chose. Quand un professeur fait l'appel alors qu'il nous connaît pas, ça développe pas le même stress. Et je pense que ça se différencie plus, par plein de petits gestes et petits trucs assez anodins pour les personnes cisgenres, qui en fait pour nous c'est des source sans fond d'angoisse et d'anxiété parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas est-ce qu'on va pouvoir dire tout de suite qu'il faut m'appeler comme ça, il faut me genrer comme ça. Des exemples très rapides, donc faire l'appel, les voyages scolaires, les sorties, un prof remplaçant, c'est plein de situations en fait où on ne sait pas forcément comment gérer parce que dès le début, quand on entame une transition sociale dans un milieu scolaire, on est seul. Vous parliez de l'appel, un élément très simple du quotidien. Les listes d'appels, c'est quelque chose... Le faire modifier, c'est compliqué? Alors, pour faire modifier votre nom sur Pronote, parce que du coup, on parle bien de Pronote ou d'Atrium, il faut l'accord des 2 représentants légaux. Peu importe si c'est divorce, si un des parents n'est plus en France, si vous ne parlez plus un des 2 parents aussi, il faut l'accord des 2 parents. C'est long. C'est chiant aussi. Et en général, c'est pas super bien mis en place non plus. Ça, c'est compliqué. Je sais que Martin, toi, tu l'as normalement sur Pronote? Non, moi, je pourrais le faire, mais je m'en fiche parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est pas ce que j'ai sur ma carte d'identité ou quoi, mais c'est comment je suis traitée au quotidien. Donc, avoir sur ma carte d'identité qui dit masculin, moi, personnellement, ça m'impacte pas et je m'en fiche. Et ma personnalité fait que j'ai aucun problème à me présenter et dire juste moi, c'est Martin et c'est pas ce qu'il y a écrit sur Pronote et c'est la même personne pourtant. Et toi, Robin, ton expérience par rapport à ton identité particulière à l'école, est-ce que ça joue aussi dans ton quotidien? Moi, du coup, pas du tout sur les questions de genre comme eux, mais je dirais plutôt qu'il y a une forme d'homophobie hypocrite, notamment de la part de garçons, c'est-à-dire on ne vous le dit pas en face, on va plutôt tendance à le dire dans votre dos, entre potes, dans les vestiaires, on sent quand même une forme de rejet, même si elle n'est pas forcément mise à travers les mots, mais on le sent, notamment par la réaction de certains garçons, notamment dans les cours de sport, que ce soit pour des personnes trans, pour des personnes homosexuelles. Les vestiaires, c'est vraiment un endroit redouté. Et sinon, moi, j'ai fait cette expérience de l'homophobie, surtout au collège. Au lycée, ça s'est un peu calmé, parce qu'on a tendance à dire que les gens sont plus matures, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais sinon... oui, j'ai eu une expérience d'homophobie et même de harcèlement, surtout en primaire et au collège. Cette question des vestiaires, là, vous l'avez évoqué un petit peu tous les 3. Comment vous vous débrouillez avec ça? Alors, moi, j'y vais pas. C'est plus simple. Je demande à des amis de mettre mon sac. Vestiaire garçon, vestiaire fille. C'est le premier de mes potes qui passe. Je lui dis tiens, tu peux mettre mon sac, tu peux le ranger. Je suis déjà en tenue et je m'arrange. Parce que mon prof m'a demandé si je voulais aller dans les vestiaires des garçons, sauf qu'il m'a demandé ça en décembre. Trop tard. Beaucoup trop tard pour l'intégration. C'est plus éviter ça. Possible. Du coup, moi, j'ai le droit d'y aller, mais à chaque fois, j'y passe rapidement et tu sais que t'es pas à l'aise, t'entends toujours les petits mots de « Ah, je peux pas me changer, il y a Martin » quoi, ou les sous-tons de
Enfin, les trucs comme ça où c'est pas forcément visé envers toi, mais tu le sais, c'est juste. Tu poses ton sac, t'es content que tu sois là et pas dans les vestiaires des filles, puis tu traces quoi. Tu fais au plus vite. Maxence, tu m'avais expliqué comment ton professeur principal en fait était rentré en contact avec ta mère et avait parlé de ton identité. Est-ce que tu peux m'en parler ou Oui. de cette expérience-là? Alors, du coup, j'étais en 4e, si je dis pas n'importe quoi. Mon professeur principal, c'était mon prof d'histoire. Donc, c'est la première année où je décide, dès le début, donc dès le premier jour, quand il fait l'appel, de dire « Je m'appelle Maxence, c'est il, et ce serait sympathique si on pouvait faire les démarches ». Mon prof m'a dit « Bah écoute, pas de problème, je vais me renseigner ». Il revient vers moi une semaine plus tard pour me dire « Alors je me suis renseigné, il me faut l'accord de ta mère, il faut que j'appelle un de tes parents ». Et je lui ai spécifiquement dit de ne pas le faire parce qu'avec ma mère, à ce moment-là, il y avait une grosse phase de déni parce que j'avais déjà fait mon coming out, mais c'était pas pris au sérieux. Et c'est juste pas le moment. Aujourd'hui, tout va bien, mais à l'époque, c'était pas le moment. Et il l'a quand même fait sans mon consentement, alors que je lui avais dit non. Ça a engendré énormément. Enfin, j'ai eu de la chance parce que ma mère m'aime, parce que je suis son enfant, donc elle n'allait pas me frapper, elle n'allait pas me mettre à la porte. Mais ça a créé des disputes. Et là où je trouve qu'il a été totalement inconscient, c'est qu'il ne savait pas la situation familiale dans laquelle j'étais, il ne savait pas où est-ce que j'habitais, il ne savait pas. En fait, il ne comprenait pas que ce qu'il faisait, j'aurais pu ne jamais revenir à l'école. J'aurais pu me faire expulser de chez moi, j'aurais pu me faire tabasser, j'aurais pu mourir. Et c'est pas exagéré ce que tu dis, le pire, c'est que ça ce arrive n'est vraiment. Pas exagéré, c'est juste inconsidéré quoi de faire ça. C'est totalement inconsidéré. Et encore une fois, ce professeur, moi je le revois encore dans les couloirs, je lui dis bonjour sans aucune animosité, parce qu'il ne le sait juste pas. Parce que c'est pas des choses dont on parle, ou on n'en parle pas assez. Et même si nous, on évolue d'un coup dans ces milieux où on en parle constamment, du coup, on a l'impression que tout le monde est au courant. Pas plus tard qu'à Noël, quand j'en ai parlé rapidement avec ma tante, en lui parlant d'une radio que j'avais faite pour la journée de mémoire pour les personnes trans, donc des personnes qui sont mortes, pas par les opérations comme elle m'a demandé, parce qu'elle m'a demandé du coup s'ils étaient morts suite aux opérations et à la prise d'hormones. Je rappelle que tu ne peux pas mourir de ça si c'est fait dans un hôpital en fait. Et pour lui expliquer que non, c'est les personnes trans qui sont encore dans le placard, qui se sont fait battre, qui se sont fait tuer dans la rue ou par leurs proches. Qui ne sont pas écoutés et qui se suicident. Parce qu'ils étaient trans. Robin, toi, tu m'as parlé par rapport à ces violences, du fait que tes parents te protégeaient beaucoup, étaient très protecteurs. Oui. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te contraint? Qu'est-ce que tu peux me dire de ce rapport de tes parents à ton identité? Alors, ça me contraint pas vraiment parce que j'ai grandi dans une famille qui privilégiait, on va dire, plutôt des valeurs familiales ou... Enfin, je me suis toujours senti en sécurité avec mes parents dans un milieu assez intellectuel, donc j'avais la capacité de faire tout ce que je voulais. J'ai eu mon téléphone très tard aussi, il faut savoir. Je lisais beaucoup, je me documentais beaucoup, donc ça m'a vite permis de m'ouvrir au monde un peu. Et de par le fait que je savais que mes parents m'accepteraient totalement comme j'étais, ça m'a aussi aidé à faire mon coming out, même si ça a pris du temps, parce que justement c'était l'école qui jouait plutôt un frein que ma famille. Et sinon, oui, mon père est très protecteur, il fait attention à quand je sors. Justement, ma mère souhaite avoir la photo avec les gens je sors, si je les connais, où est-ce qu'on va. Elle fait vraiment très attention à ça. Et ça m'arrive même des fois quand il y a des incidents ou que je reçois des insultes homophobes, que ça mette mon père rouge de colère et que vraiment il a envie de tabasser les gens, même si c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais oui, j'ai des parents très protecteurs sur ce sujet et j'ai de la chance. La culture queer, est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez ? Oui. Alors, il faut savoir que j'anime un groupe de parole que j'ai créé au centre LGBT de Marseille pour les personnes trans mineures entre 12 et 18 ans. Donc, c'est une réunion par mois qui dure 2h, 2h30 en fonction de combien de temps on a à la salle. Et autant on répond aux questionnements qu'ils peuvent avoir, on en parle, on parle des sujets dont ils ont envie de parler en fonction des thématiques. Mais à leur rencontre, je me suis aussi rendu compte que faire quelques points d'histoire queer et de culture queer, c'était pas de trop. Parce que faire partie de la communauté LGBT et être queer, c'est pas la même chose.
Je peux même dire que j'ai des potes, dont un qui est un de mes meilleurs amis, qui est un homme cisgenre et hétéro, et qui franchement est queer. Par sa vision des choses, parce que c'est une philosophie, en fait. C'est une façon de voir les gens et de sociabiliser différemment. De voir le genre en dehors de la binarité, de Voilà. déconstruire les rôles sociaux, tout ça. Enfin, ça fait partie aussi. Donc pour ceux qui comprennent pas exactement, la vision queer, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on va pas se baser sur son genre, on va pas se baser sur sa sexualité, on va pas se baser sur sa couleur de peau, sa religion, on va juste se baser sur la personne telle qu'elle est et telle qu'elle se présente à nous. Vos enseignants et vos enseignantes, est-ce que c'est quelque chose selon vous qui comprennent, ou est-ce qu'il y en a qui perçoivent ces choses-là? Est-ce que vous avez des alliés en fait au sein de la communauté enseignante sur ces questions-là? Ah oui, je pense qu'il y a totalement des profs qui sont ouverts, notamment notre prof qui nous a amenés ici, qui nous aide beaucoup aussi. Toutes ces questions qui arrivent à nous mettre à l'aise, qui viennent nous voir. Donc oui, je pense que derrière, il y a vraiment des personnes de l'équipe pédagogique qui font attention à notre bien-être dans le milieu scolaire. Mais parce qu'il y a une différence entre la tolérance, donc accepter, et qui est très bien. Moi, c'est déjà un énorme pas, parce qu'il y a des professeurs qui sont l'inverse opposé, et heureusement, on n'en a pas vraiment cette année. Et s'intéresser en fait à l'élève, s'intéresser à sa situation, en parler sans rendre ça gênant. Et encore au-dessus, même des fois, quand on rencontre des professeurs où we know, on se reconnaît. Et ça a été le cas avec mon prof d'anglais du collège que j'ai eu pendant 4 ans, qui m'a du coup beaucoup aidé sur ça. C'est le premier à qui j'ai fait mon coming out. Et en fait, c'est super important. Qu'on arrive à se retrouver et qu'on arrive à voir aussi qu'il existe des personnes queer adultes qui ont des jobs, qui ont leur vie, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui voyagent. Voilà. Parce que je pense que c'est vrai que surtout quand tu commences à te rendre compte que peut-être que t'es pas hétéro, peut-être que t'es pas cis, ça fait beaucoup de bien de juste voir un drapeau LGBT dans la rue, voir un petit message. Et en vrai, on minimise grave l'effet que ça a d'avoir une affiche queer dans sa salle de classe. Mais ça aide tellement, et tu te dis tellement, ok, donc si jamais je me fais insulter, si jamais je me sens pas à ma place, si jamais il m'arrive quelque chose de grave, je sais que je peux aller là. Et enfin, c'est minime, mais juste, tu stresses tellement quand t'es au tout début et tu sais pas qui va t'accepter, qui va te tolérer et tout. Et juste de dire, je sais que cette personne fait un effort pour encourager la tolérance, enfin un effort pour encourager la mixité. Ça fait tellement, en fait, c'est... Super. On va. Ça me permet là déjà de vous présenter à tout le monde, et puis on va passer à la phase suivante sur les réseaux sociaux. Alors, cette question d'Internet, de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, etc., est-ce que ça a joué un rôle dans votre transition, dans vos coming out, dans le fait d'assumer votre identité? Oui, totalement. Notre vie sur Internet, elle peut être un parallèle de notre vraie vie ou un univers complètement différent. Je parle évidemment pas de catfish. Donc catfish, c'est usurper l'identité de quelqu'un qu'on connaît ou non pour se faire passer pour cette personne. Je parle de vraiment se créer un univers. Moi, par exemple, j'ai 2 comptes Instagram. Un qui est ce qu'on pourrait appeler un parallèle de ma vie, donc un compte privé, et un qui est un univers sur lequel je vais poster plus des projets artistiques. Mais les deux ont autant servi à ma découverte et à surtout la compréhension, en fait. La compréhension de la communauté LGBT de manière générale, de toutes les communautés même. J'apprends quand même assez, en fait, avec les réseaux. Et aussi de faire éclater la petite bulle du monde merveilleux et plein de bisounours qu'on a un peu dans le 8e, et de se rendre compte que sous les vidéos de personnes queer, de peu importe d'où elles viennent, il y a des commentaires qu'il faut lire parce qu'elles nous ouvrent les yeux sur la réalité de ce qui se passe dehors, que c'est pas parce que personnellement tu n'as jamais rien vécu que tu ne vivras jamais rien et qu'il ne se passe rien. Et c'est une dure réalisation quand on a genre 12-13 ans. Moi, je pense que les réseaux sociaux, ça m'a surtout aidé au début. Moi, j'ai découvert ce que c'était la bisexualité avec une série avec Sex Education, où il y avait une fille qui juste disait non, moi j'aime les filles et les garçons. Et en fait, je me suis juste rappelé que c'était une possibilité, parce que moi, j'avais aucun modèle queer du tout autour de moi. Et j'avais su à un moment que ça existait. Et juste, je me suis rappelé, je dis, ah,
Ah, mais ça explique beaucoup de choses dans ma vie, du coup, en fait, finalement. Et oui, je pense qu'après, je me suis beaucoup renseignée donc, sur des wikis ou quoi, pour savoir la signification de tel drapeau, les dates de telle chose, ce que c'était la Pride. Et ouais, c'est ça qui m'a poussée à aller vers la Pride, à commencer à y aller et tout. Ouais. Oui, vas-y, Robert. Je pense aussi que c'est une chance aujourd'hui, Internet, d'avoir autant de diversité représentée en un endroit. Ça permet à chacun de faire son expérience, d'apprendre plein de choses sur des sujets qu'on n'a pas forcément envie ou qu'on peut parler avec nos parents. Moi, j'ai eu les réseaux sociaux très tard, mais ça ne m'a pas empêché de faire mes recherches quand j'étais jeune collégien et que, ben oui, je me posais des questions sur moi. Et je trouve que c'est assez rassurant aussi parce qu'on a d'autres exemples et se dire qu'on n'est pas tout seul. Tu m'avais dit, Robin, que Insta, ça t'avait beaucoup aidé pour ton coming out quand les deux t'avaient obligé à t'y mettre. Instagram, alors je sais plus dans quel cadre c'était. Alors si c'est pour rencontrer des personnes, oui. Mais sinon, pour le coming out, pas vraiment. C'est plutôt Internet en général. Et donc, pour rencontrer des personnes, en fait, c'est un bon levier. Enfin, c'est un levier qui a été important pour toi. Non, mais c'est plutôt... Non. Mais ce que je veux dire, c'est que parler en face ou s'assumer dans la vraie vie, c'est différent que parler avec des gens sur les réseaux sociaux. On se sent peut-être plus protégé et donc on le fait plus volontiers, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des dérives sur les réseaux. Oui, ça peut être aussi un espace de violence, en fait, les réseaux, pour vous ? Moi, je pense que ça a été négatif pour moi, surtout au début de ma transidentité, parce que sur Instagram notamment, on voit que des personnes trans qui ont fait énormément de chirurgie, qui prennent des hormones, etc. Ce qui est tout à fait justifiable, mais du coup, ça mène à croire que la seule possibilité quand on est une personne trans, c'est de prendre des hormones. Et moi, j'ai été du coup très mal au niveau de mon corps. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte qu'en fait, moi personnellement, j'avais pas envie de faire de transition hormonale ou quoi que ce soit et que j'avais juste besoin d'une transition sociale. Et ouais, je pense que les réseaux sociaux m'ont créé de la dysphorie, du mal par rapport à mon corps, m'a poussé à une addiction au sport, à la musculation, parce que j'avais cette image-là de je ne suis pas assez proche du genre que je veux devenir et j'ai besoin d'avoir des muscles, etc. Et ça donne une certaine vision des choses et c'est dur d'après de s'en ressortir, quoi. Et en termes de cyberviolence, de harcèlement, est-ce que c'est aussi une expérience que vous avez pu vivre dans ces espaces-là ? Alors oui, mais pas par rapport à ma transidentité. Plus par rapport au corps et à la sexualité sur des sujets comme par exemple des photos. Je parle absolument pas de photos de nude, par exemple. Je parle vraiment juste de personnes qui vont trouver ton compte Insta sur lequel tu peux faire, par exemple, comme moi je faisais des maquillages, je faisais de la photo, etc. Où j'ai toujours beaucoup aimé dessiner, photographier, peindre, etc., des corps. Et il va y avoir un harcèlement un peu sur le fait qu'on est un peu jeune, on est un peu con aussi au collège, et ça va être un peu plus du pointer du doigt en mode regardez ce que elle fait. Mais en fait, c'est pas. Enfin, moi, je l'ai jamais vécu comme un harcèlement réel parce que j'ai été harcelée en primaire sur des bases grossophobes. Donc, je l'ai vraiment pas mal vécu en fait. C'était plus, écoutez, si vous avez envie de voler mes photos et de les republier, ça me fait juste de la pub gratuitement, donc allez-y. Toute publicité est bonne à prendre. Et la haine, en fait, c'est juste de la jalousie. Mais ça, c'est aussi la manière dont j'ai été éduquée qui m'a appris à m'en foutre un peu. Et de manière plus générale, la question du harcèlement, des violences que vous pouvez subir, est-ce que vous avez des ressources par rapport à ça ? Est-ce qu'à l'école, vous pouvez trouver des ressources par rapport à ça ? Contre le harcèlement ? Ouais. Alors oui, il y a des interventions, notamment, on a tous eu des interventions dans nos classes contre le harcèlement, contre les discriminations. Donc oui, mais... Pas assez, on est censé avoir 3 séances d'EVARS, on les a pas toujours. Oui, mais après, ça aide toujours, mais... Dans notre établissement, on a aussi phare, qui est du coup un dispositif, si je dis pas n'importe quoi, avec plusieurs profs qui ont des formations. Et je crois qu'il y a quelques élèves aussi qui ont du coup une cellule contre le harcèlement.
Que tu peux aller voir et qui ont Voilà. le petit ruban bleu sur leur sac. Voilà, après, c'est bien que ce soit mis en place, c'est bien que la parole s'ouvre. Est-ce que les gens y vont vraiment? Je ne pense pas. Surtout vu le nombre d'amis qu'on a dedans et qu'on leur demande qu'est-ce que vous faites en fait, ils font pas grand-chose, à part mettre des rubans sur des sacs. Ils n'en font pas des masses, malheureusement, mais pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que les gens osent pas forcément. Parce que le harcèlement reste toujours un sujet. Le harcèlement et cyberharcèlement, un sujet dont on n'a pas forcément envie de parler parce que c'est gênant, parce que ça nous met mal et parce qu'il y a toujours un tabou sur les émotions à notre âge. Merci à tous les trois. On va passer, pour finir, à vos expériences sur l'engagement. Alors, vous m'en avez parlé quand on s'est rencontrés. Vous avez toute une série d'engagements qui sont des engagements aussi politiques. Cet engagement citoyen, comment il se concrétise pour vous aujourd'hui ? Moi, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à me revendiquer de la culture queer dont on a parlé tout à l'heure, parce que j'étais juste moi, et une partie de moi, c'était que j'étais trans, et une partie de moi, c'était que j'étais bi. Et c'est en rentrant dans la lutte politique que j'ai commencé à revendiquer ça, et à me dire que je l'assumais déjà, mais qu'il fallait que je le revendique, quoi, le fait de me dire oui, je suis ça, et oui, ça entraîne des discriminations, et oui, il faut les combattre. Et donc, du coup, c'est en allant à la Gay Pride que je suis entrée dans la lutte politique, parce qu'il y avait une soirée organisée entre amis après, et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans d'autres manifestations autres, ou dans des formations, à rejoindre des organisations. Et oui, je pense que c'est très important de pas juste se dire que être queer, ça suffit, et qu'il faut combattre pour nos droits, parce qu'il y en a toujours qui essaieront de combattre contre, et que c'est utile de se rendre compte de qui on est et de ce qu'on vit, et de se battre pour avoir un avenir meilleur et pour notre futur, quoi. Robin, toi, tu avais une position un peu différente par rapport à Oui, ça. c'est vrai. Ouais. Alors, oui, je suis totalement d'accord avec ce que Martin a dit sur le fait qu'il fallait défendre nos droits. Mais moi, je n'ai pas d'engagement militant. Je ne vais pas en manifestation. Enfin, c'est pas que ça... Enfin, si, ça ne m'attire pas. Mais c'est juste que je préfère faire autrement, faire à ma manière et le faire moi-même. Mais je n'ai pas d'engagement militant. Maxence, tu as des Moi, je suis éléments militant intermédiaire. C'est-à-dire quand j'ai le temps. Non, en fait, la politique, c'est venu plus par des valeurs que m'a donné ma mère et que j'avais de base, en fait. Et des valeurs et des manières de penser où je me suis rendu compte en grandissant que c'était pas la façon de penser générale et qu'il y a des personnes qui ne pensaient pas de la même manière. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu penses pas comme ça. Parce que pour moi, c'était la seule manière, en fait, de voir les choses. Parce que j'étais un peu naïf et que c'était très... pourquoi est-ce que tout le monde s'aime pas et on se tient pas tous la main et on va faire des arcs-en-ciel. Mais non, du coup, en grandissant, c'est venu assez naturellement. J'avais des amis qui étaient plus vieux, parce que j'ai toujours eu des amis plus vieux, qui, eux, étaient syndicalisés, eux, allaient déjà en manifestation, eux, étaient déjà allés en Gay Pride, etc. Et du coup, c'est eux qui m'ont dit, si tu veux venir, si tu veux que je te dise plus, si tu veux essayer de te renseigner beaucoup plus, etc. Il y a tout ça qui existe. Et du coup, très tôt, dès le collège, j'ai appris plus sur les luttes et je me suis plus engagée. Après, chacun a son militantisme. Ce qui compte, c'est de le revendiquer, c'est de le dire, c'est de se défendre et c'est d'ouvrir sa bouche quand il y a besoin. C'est de ne pas rester silencieux quand on voit quelque chose qui n'est pas en accord avec des valeurs qui devraient être universelles, comme le respect. Donc voilà, c'est plus... En fait, Martin, lui, il le fait beaucoup plus que Robin et moi, mais je suis je suis le curseur un peu. Oui, Martin, tu m'avais expliqué que toi, tu adhérais à un mouvement politique de jeunesse et aussi à un syndicat, me semble-t-il, tu étais actif. C'est ça, je suis donc le syndicat, c'est le mouvement national lycéen. Donc il n'est pas nationaliste, qui est juste au niveau national, on pose souvent la question. Donc il y a un mouvement de gauche révolutionnaire qui défend les intérêts des lycéens. Et j'ai commencé avec ce syndicat-là. J'y vais plus maintenant parce que j'ai trouvé le mouvement des jeunesses communistes de France, donc qui n'est pas un syndicat, qui est un mouvement politique, qui est plus ou moins relié au Parti communiste français. Et où j'ai beaucoup appris, pas que le Parti communiste français soit un idéal à suivre ni un biais, il y a beaucoup de problèmes là-dedans qu'on critique nous-mêmes.
Mais je pense que c'est très important aussi de se renseigner, d'avoir aussi d'autres biais, pas de se concentrer que sur sa personne, d'apprendre par exemple sur le racisme, sur les différents conflits qui arrivent dans le monde. Et moi, ça me fait beaucoup de bien de savoir que, comme les lycéens et lycéennes de Victor Hugo disait tout à l'heure, c'est très effrayant de voir le terrorisme d'extrême droite, de voir tous les conflits qui se passent et de se dire que même à notre âge, on a une voix, on est important et on peut faire quelque chose, on peut se syndiquer, on peut aller en manif, en groupe, en masse, on peut essayer de ramener des gens. Surtout, ça aide à dédramatiser, à se dire que au final, il y a beaucoup de monde en manifestation, il y a beaucoup de monde qui pense comme nous et qu'on peut réussir à combattre nos intérêts tous ensemble, quoi. Pardon, Vas-y. si je peux rajouter. Après, il y a aussi, je pense, cette volonté, mais toute notre génération, d'essayer de rester assez ouvert sur les idées. Bon, on n'est pas débiles, on sait très bien que des syndicats lycéens ou les jeunesses communistes ou peu importe, en fait, il y a des partis politiques derrière qui forcément nous influencent. Le MNL, non. Le MNL, non. Le MNL n'est pas relié officiellement à aucun parti politique. Par contre, la CGT est quand même notre grand copain. Mais donc, on n'est pas débile sur ça. On sait très bien qu'il y a toujours un risque de récupération politique par nous, parce qu'on est aussi influençable, hein, malgré qu'on ait envie de dire que non, on est des grands, on sait réfléchir par nous-mêmes, on reste tous influençables parce qu'on est humains. Et il y a une volonté aussi... moi, je sais que je me suis aussi renseignée sur les jeunesses communistes avant de comprendre que même si je respectais leurs idéaux, c'est pas ce qui m'intéressait. Et même actuellement, je pourrais pas... Forcément, je vais plus vers la gauche, mais je pourrais pas dire un parti très précisément qui me représente à 100%. Mais comme énormément de Français, en fait, au final. Oui. Oui. Moi, Si tu veux. Non, mais c'est vrai que je détonne un peu dans ce groupe parce que moi, je n'ai pas la même sensibilité politique qu'eux. Bien que je fasse partie de la communauté LGBT, moi, je m'identifie plutôt à des partis de droite modérée, ce qui peut paraître assez paradoxal, mais ça fait partie aussi de... Et je pense que mes valeurs ne sont pas en contradiction avec qui je suis, et que même on peut être de droite tout en étant pour le progrès social et pour la justice pour tous. Et que, comme disait Macron, on peut être socialement de gauche et de droite économiquement. Voilà. Non, c'est un non-sens politique Non. et quand tu regardes les votes, c'est pas ce qui se passe, mais on te laisse dans tes idées. Un dernier point, juste ces dernières semaines, il y a eu des mouvements dans les lycées, des blocus. Vous y avez participé de quelle manière? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Après, moi personnellement, je suis pas prêt à parler là-dessus, sachant que ça va Ok. être sur Internet. C'est aussi des actions qui sont Non, illégales mais- et je ne préfère pas me prononcer. Ouais, c'était le deal de départ aussi, donc il n'y a pas de souci. On a eu un blocus à Daumier qui était en interlycée, officiellement. C'est une initiative qui est venue des élèves de Daumier, donc reliée à aucun syndicat et aucun parti politique, pour montrer que, vu qu'on est un lycée qui n'est pas politisé depuis 2016, on avait aussi une conscience politique. Ça s'est passé. Pour un premier blocus organisé un peu sous le coude, on va dire qu'il n'y a pas eu d'arrestation, donc c'est plutôt positif. Mais oui, c'est pareil, un truc où on ne va pas trop s'épancher là-dessus parce qu'on n'est pas représentant non plus des organisateurs. Eh bien, merci à tous les trois pour le temps que vous nous avez accordé pour ce moment-là. C'était très riche et très intéressant. Et merci beaucoup. Est-ce que je peux Oui, pas vas-y, juste bien parler sûr. Oui, bien sûr. Dernier point, ça va, Vas-y, niveau Martin. temps. Ouais. Moi, j'aimerais parler au niveau de la religion. Si c'est OK, oui, c'est bon. Oui. Parce que moi, je me considère comme catholique et j'ai mis beaucoup de temps en fait à combattre ces deux versions de moi, la version qui était queer et la version qui était catholique. Et j'entends beaucoup de récits autour de moi de gens qui disent je pouvais pas être queer parce que j'étais catholique. Et moi, je me suis plutôt dit je peux pas être catholique parce que je suis queer et parce que je vais pas être acceptée et parce que c'est pas qui je suis. Et ça a été très dur pour moi de commencer à me dire que c'est pas parce que la version du catholicisme elle est vue comme très stricte et très homophobe ou quoi que ce soit qu'il n'y a pas toujours des gens tolérants. Enfin, actuellement, je vais à la messe régulièrement. J'ai un prêtre très ouvert, qui est très tolérant et ça se passe très bien et ça me fait beaucoup de bien. Et oui, moi, c'était important pour moi de parler aussi de ce côté de la religion. Je sais que Robin aussi, il est catholique, peut-être si tu veux en parler ou pas. Non, mais dans la famille, il y a une longue tradition. Oui, comme toutes les familles
Il y a des gens, nos grands-parents ont été baptisés, mais oui, je trouve qu'on a tendance souvent à opposer la religion et notre identité selon comment les gens lisent et s'approprient les textes. Mais je pense qu'on peut communier les deux et vivre parfaitement sa foi tout en étant... même si moi encore je suis pas vraiment sûr de ça, mais mes parents m'ont pas forcé à... Vous m'aviez parlé dans ce sens-là, je me rappelle d'une intervention du pape François qui vous avait fait beaucoup de bien en fait. Moi j'y Vous étais pouvez me dire. du coup, à la messe du pape. C'était la première messe que j'ai fait juste devant la messe du pape. C'était avec les scouts et c'est comme ça que j'ai commencé à y aller. Et franchement, de voir même rien qu'au... Du coup je fais les scouts catholiques et de voir que j'étais acceptée, qu'il y avait des démarches qui étaient faites pour moi, qu'au sein des scouts et guides de France, il y avait, je sais pas comment ça s'appelle, mais des représentants pour vérifier qu'il n'y a pas d'homophobie, qu'il n'y a pas de transphobie, tout ça. Et c'est vrai que c'est sûr que c'est des valeurs qui sont très universelles. Accepter son prochain, la paix, la tolérance, la justice, ça s'applique à tout le monde. Et c'est triste que souvent, on entend souvent de récits de personnes queer du coup, qui ne se sentent pas à l'aise avec leur religion. Et c'est triste parce que ça fait du bien à tout le monde. Et, si on choisit, c'était très bizarre comment je l'ai formulé, je suis désolée. Merci, en tout cas, c'était bien de préciser cet élément-là. Évidemment, vous m'aviez dit beaucoup de choses en préparation, mais on savait qu'on n'aurait pas le temps de toutes les dire. Ouais. Voilà, donc pour conclure, je voulais juste remercier tous nos invités d'avoir participé, d'avoir partagé leurs expériences. Je voulais aussi remercier absolument toute l'équipe de Victor Hugo, Jamel qui m'a accueilli et qui m'accueille toujours les bras ouverts, et puis surtout Camille qui est là aujourd'hui et sans laquelle tout ça n'aurait pas été possible. Elle a participé de manière toujours volontaire à l'organisation de cette émission. Je tenais aussi à remercier l'équipe du lycée Daumier, Johanna Durand et Élodie Ducou, qui, elles aussi, toutes les deux, m'ont mis en contact avec ces trois merveilleux élèves qu'on a accueillis aujourd'hui. Et donc, voilà, c'était Faire entendre sa voix, enregistré dans le cadre de la journée Genre, Éducation et Numérique. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Faire entendre sa voix. ICT, la web radio empirique.